Merci Pierre. Écoute, bien, bonjour à tous. Mon nom est Dominique Saint-Pierre. Je suis le directeur général au Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada. Bienvenue à ce premier webinaire d'une série de 6 dont le titre est Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation. Les changements climatiques devraient avoir d'énormes répercussions sur les écosystèmes forestiers, ceux situés au nord étant les plus menacés. Les répercussions risquent d'être multiples, à la fois sur les écosystèmes et sur le secteur forestier. C'est pour ces raisons que le Service canadien des forêts de ressources naturelles Canada a entrepris une analyse intégrée régionale des impacts des changements climatiques sur les forêts du Québec. Et ça, avec plusieurs partenaires, dont le ministère de la Forêt, des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, le Bureau du forestier en chef, Environnement Canada et Environnement et Changement climatique Canada, l'Université Laval, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a plusieurs projets de recherche qui ont été menés sous cette analyse et ces résultats vont vous être présentés dans les prochaines semaines à compter d'aujourd'hui et ça jusqu'au 24 février, chaque mercredi à 10h30. Le webinaire d'aujourd'hui inclut 2 conférences. La première, par Yann Boulanger, porte sur les impacts du changement climatique sur les paysages forestiers québécois. Et la deuxième conférence, par Résus Pascual Puigdeval, porte sur une analyse multimodèle des impacts des changements climatiques sur les forêts du Québec. Avec plaisir, les 2 conférenciers d'aujourd'hui. Alors, Yann Boulanger, il est détenteur d'une maîtrise en gestion de la faune et des habitats et d'un doctorat en biologie, tous deux de l'Université du Québec à Rimouski. Il est chercheur en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada depuis 2013. Et ses projets de recherche se concentrent principalement sur l'impact des changements climatiques sur les perturbations naturelles telles que les feux, les épidémies d'insectes et les chablis, de même que les impacts sur les paysages forestiers. De plus, il contribue à l'étude des impacts des changements climatiques et de la récolte forestière sur les habitats fauniques. Depuis 2015, Dr Boulanger est professeur associé à l'Université du Québec à Rimouski. Côté, Jesús Pascual détient une maîtrise en foresterie de l'Universitat de Lleida en Catalogne, en Espagne, ainsi qu'un doctorat en énergie renouvelable et en efficacité énergétique de l'Universitat de Saragossa, aussi en Espagne. Depuis 2018, il s'est joint à la division des écosystèmes forestiers du service du Centre de foresterie des Laurentides, comme professionnel de recherche. Il collabore majoritairement dans des projets pour étudier les impacts des changements climatiques sur la composition forestière et les risques d'accidents et de régénération en forêt boréale. Dans sa carrière, il a contribué, entre autres, à la réalisation d'inventaires forestiers, à la quantification de la biomasse forestière et sa co-combustion dans les centrales thermiques, à l'inventaire amélioré LIDAR, ainsi qu'au développement d'un outil d'aide à la décision pour les peuplements inuits. Un excellent webinaire et je vais maintenant laisser la parole à nos 2 conférenciers, Yann et Résus. À vous, messieurs. À vous, messieurs. Ben, merci beaucoup, Monsieur Saint-Pierre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui? OK, cool. Super. Ben, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite moi aussi la bienvenue dans le cadre du début de ces différents webinaires qui vont être organisés, comme Monsieur Saint-Pierre l'a mentionné, au cours des prochaines semaines. Il s'agit, dans le fond, du fruit du travail de plusieurs chercheurs associés à différents organismes, que ce soit des universités ou des ministères, évidemment, ici au Québec. Donc, il y a beaucoup de travail là-dedans. Puis on va commencer justement à présenter ce travail-là. Donc, si je poursuis ma présentation. Donc, c'est un secret polichinelle, hein. Vous savez, tout le monde, que les changements climatiques sont en cours. Entre autres, l'Organisation météorologique mondiale a statué en début décembre dernier que 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée en fait, au moins depuis 2005, depuis 1850. Et même les 6 dernières années les plus chaudes sont toutes survenues depuis 2015. Donc, c'est pas rien, les températures augmentent de façon très importante. Au Canada, on se rend compte que cette augmentation-là, elle est encore plus importante qu'à l'échelle mondiale. On sait que les températures, selon le dernier rapport,
augmente de façon 2 fois plus vite au Canada ailleurs dans le monde. Cette augmentation-là se fait surtout d'ailleurs en hiver dans le nord-ouest du pays, mais au Québec, évidemment, on n'en est pas en reste, avec des augmentations qui sont très importantes, notamment en été et en automne. Si on regarde maintenant vers le futur, il y a différents modèles qui nous permettent différents scénarios, en fait, aussi, qui nous permettent de savoir, de nous projeter dans le futur au niveau des précipitations, au niveau des températures. Ces scénarios-là qui sont employés par le GIEC sont représentés sous forme du sigle RCP, donc qui veut dire Representative Concentration Pathways. Et selon ces différents scénarios-là, qui sont en fait le RCP, bon, il y en a plusieurs, mais ici on en résume trois en particulier, le RCP 8.5, RCP 4.5 et le RCP 2.6. Donc le RCP 8.5, c'est un scénario qui est quand même assez agressif, qui se peut de moins en moins, en fait, avec les différentes mesures qui sont mises en place par les gouvernements. Et selon ce scénario-là, au Canada, on devrait s'attendre à une augmentation des températures moyennes d'environ 10 degrés par rapport à la période 1950-1980, par exemple. Le scénario RCP 4.5, c'est un scénario un peu qu'on dirait middle of the road, où là, l'augmentation des températures serait d'environ 6 degrés, malgré tout, à la fin du présent siècle. Et il y a le RCP 2.6, qui est en fait un scénario où l'atténuation où les émissions de gaz à effet de serre seraient grandement réduites, où là, quand même, malgré tout, on se retrouverait à la fin du siècle avec une augmentation de 4 degrés, oui, à l'échelle du Canada. Donc, c'est pas rien. Présentement, je vous dirais qu'on se situe pas mal vers un scénario entre le 4.5 et le 8.5, selon les dernières données d'émissions de gaz à effet de serre et les différents scénarios aussi de projection de gaz à effet de serre pour les prochaines années, pour les prochaines décennies. Donc là, je vais parler au niveau des températures, mais au niveau des précipitations, on voit que selon les différents modèles, il y a plusieurs... en fait, les précipitations augmenteraient, mais de façon pas très, très importante. Ce qui ferait que, en tout et pour tout, au niveau du Canada, on se retrouverait avec des conditions qui seraient beaucoup plus sèches. Donc, température très, très élevée, mais sans une augmentation conséquente des précipitations pour réduire la sécheresse. Évidemment, ces augmentations de température-là se feraient de façon un peu hétérogène à travers le pays. Si on regarde, par exemple, pour le Québec, à la fin du siècle, on pourrait se retrouver sous RCP 8.5 au Québec avec des augmentations de température moyenne estivale qui seraient environ 8 degrés supérieures à celles qu'on a connues dans les dernières décennies. Donc, c'est quand même très, très important. Au niveau des précipitations, comme je l'ai mentionné, encore là, il y a une certaine hétérogénéité au niveau du pays, mais on devrait tout de même s'attendre au Québec à avoir de très légères augmentations de précipitations, selon le RCP 8.5. Donc évidemment, ces changements dans le régime climatique devraient se traduire par des impacts qui sont quand même très importants au niveau de la forêt et du secteur forestier. On peut parler de changements au niveau du régime de feu, au niveau de la croissance des arbres, au niveau des épidémies d'insectes, par exemple. Et c'est un peu pour ça, dans le fond, que le Service canadien des forêts a mis sur pied différents programmes au cours des dernières années. Entre autres, il y a le programme Changement forestier 1.0 qu'on appelle, qui a été mis en place entre 2011 et 2016, lequel c'est un projet qui a reçu 1 million de dollars par année pendant 5 ans pour développer des outils et des indicateurs pour le changement climatique, puis aussi pour faire une évaluation une analyse intégrée nationale de l'impact des changements climatiques sur la forêt au Canada. En 2016, le programme a été renouvelé pour une période de 5 ans. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, le changement forestier 2.0. Dans le cadre donc de 2011 à 2016, le SCF a élaboré une évaluation nationale intégrée de l'impact des changements climatiques pour le Canada. Entre autres, il a été mention, en fait, ce qu'on a fait dans ce programme-là, c'était de projeter l'impact futur et cumulatif donc des changements climatiques sur les forêts du Canada selon une série de scénarios de changements climatiques. On a fait de la modélisation à l'échelle nationale des impacts biophysiques et aussi socio-économiques des changements climatiques, donc notamment sur l'évolution de l'approvisionnement en bois et les impacts sur les communautés forestières. Ça fournit dans le fond une base pour des analyses qui sont plus approfondies des impacts des changements climatiques,
ce qui a aussi permis d'informer le secteur forestier canadien, là, puis d'autres secteurs, sur la nécessité de prendre des mesures, que ce soit tant au niveau de l'atténuation des changements climatiques, mais aussi sur l'adaptation. Ici, dans le fond, sur les cartes, là, ce que vous voyez, c'est un exemple de ce qui a été produit, où on voit qu'il y a certaines régions du secteur forestier au Canada qui sont déjà exposées de façon historique à un niveau de risque de perturbation, par exemple, qui est modéré à élevé, que ce soit pour le dendroctone du pin dans l'ouest ou encore les épidémies de tordeuses dans l'est et les feux dans une certaine mesure ailleurs. Mais on voit qu'avec le temps, euh, le risque devient pan-canadien puis augmente dans les régions où le risque est déjà modéré. Ça change. Voilà. Donc, l'adaptation au changement climatique, ça nécessite quand même une importante base scientifique. C'est souvent mise en œuvre, dans le fond, à l'échelle locale et régionale. C'est un peu pour ça que la version 2.0 du programme de changement forestier entre en jeu, notamment en finançant des projets d'analyse intégrée régionale. Puis les régions, pourquoi? Parce que les régions diffèrent en termes de type de forêt, d'impact, de risques liés au changement climatique, puis de problèmes aussi, puis de préoccupations sectorielles, puis de capacités de réaction aussi qui sont différentes d'une région à l'autre. Et étant donné que les acteurs, le nombre d'acteurs, puis les solutions régionales nécessitent une collaboration, puis un partage d'informations pour garantir l'accès aux données et aux outils appropriés, c'est un peu pour ça que on a établi des nouveaux partenariats pour essayer de trouver des solutions innovantes et intégrées là, à l'impact des changements climatiques sur ces régions-là. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que pourquoi on fait ça à l'échelle régionale, c'est parce qu'évidemment, ce sont les provinces et les territoires qui sont responsables de la plupart des aspects de la gestion des forêts pour 90% des terres forestières au Canada. Donc, notre différente approche pour les analyses intérêts régionales, ben, en fait, les objectifs, c'est de faire en sorte que la science du climat ou des impacts des changements climatiques soit appliquée à la fois dans la gestion, dans les opérations, puis dans la prise de décision, puis afin d'accroître la résilience au changement climatique, que ce soit pour identifier les risques, mais aussi pour identifier les opportunités qui peuvent survenir dans le futur. Puis pour parvenir à ça, ben on va intégrer l'intégration de différents acteurs est vraiment essentielle. Les projets, c'est pour ça que les projets sont interdisciplinaires. Ils intègrent les sciences naturelles, sociales, par exemple. Il y a plusieurs chercheurs qui sont impliqués, plusieurs praticiens aussi. Puis dans la plupart des projets d'analyse intégrée régionale, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche qu'on appelle bottom-up, donc du bas vers le haut, qui a été adoptée pour garantir que les projets soient utiles aux utilisateurs finaux. C'est pour ça que les questions qui sont identifiées par les partenaires, en fait, les questions sont identifiées par les partenaires locaux et régionaux, puis on les engage très tôt dans le processus, puis on collabore avec eux là, tout le long du processus. Donc, les projets, vous allez voir, je vais en présenter de façon succincte tantôt, là, ils ont été développés conjointement avec les provinces, les territoires, avec les communautés des Premières Nations, puis aussi avec d'autres ministères, des industries, puis des universités. Donc ça, c'est différents exemples là, qui ont été d'analyses intérêts régionales là, qui sont présentes au Canada. Par exemple, on a des nouveaux modèles qui ont été mis en place pour informer les provinces dans le processus de planification dans les maritimes. Il y a d'autres analyses intégrées régionales qui s'intéressent au monitoring des changements climatiques à Terre-Neuve et Labrador. C'est entre autres dirigé par la Première Nation Kalipu. On a d'autres analyses qui se concernent, d'ailleurs, on va en parler tantôt, des impacts économiques liés aux accidents de régénération au Québec. Donc, il y a vraiment plein d'exemples qui sont mis en place présentement au Canada et qui proviennent d'une initiative du Service canadien des forêts. Donc là, on se dirige un petit peu plus vers l'Est, donc vers ce qui nous concerne. Donc, justement, dans le cadre des analyses qu'on a menées entre 2011 et 2016 au niveau national, on s'est aperçu qu'il y avait quand même ça laissait présager, dans le fond, qu'il y avait des vulnérabilités qui seraient vraiment spécifiques à l'Est, puis entre autres au Québec. Entre autres, on s'est rendu compte que les feux devraient augmenter de façon très, très importante, notamment dans le nord-ouest du Québec, à la fin du siècle, selon un scénario RCP 8.5. Je vous rappelle que c'est un scénario quand même assez agressif. Puis évidemment, si on a plus de feux, là, on devrait s'attendre à ce que ça ait un impact direct sur le secteur forestier. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on s'est rendu compte
que les vulnérabilités, en fait, la vulnérabilité du secteur forestier dans ces régions-là qui seraient soumises à des feux beaucoup plus fréquents serait extrême. Par contre, à d'autres niveaux, on s'est rendu compte aussi que les épidémies de certains insectes dans l'Est, entre autres des épidémies de tordeuses, on s'entend, là, pourraient devenir beaucoup plus courtes. Pourquoi? Eh bien, si le climat devient de plus en plus chaud, en fait, l'enveloppe climatique de la tordeuse ne se superposerait plus, dans le fond, avec celle de son hôte, en fait, de son hôte principal, le plus vulnérable, qui est le sapin baumier. Ce qui fait que, à la fin du siècle, on pourrait éventuellement s'attendre à ce que les épidémies soient moins importantes dans le secteur forestier commercial du Québec. Encore là, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ces analyses-là. D'autres analyses nous ont montré que, à l'échelle du Canada, il y allait avoir, puisque je vous l'ai mentionné précédemment, les températures vont augmenter, les précipitations pas tant que ça, donc on devrait s'attendre à ce que la sécheresse augmente dans ces conditions-là. Et même au Québec, on devrait se retrouver avec une certaine partie de nos volumes qui seraient à risque au niveau de la sécheresse. Donc, j'ai un petit encart ici qui monte très bien. Donc, évidemment, on vient de le voir, il y a des vulnérabilités qui sont vraiment très spécifiques à l'Est, puis ces vulnérabilités-là doivent être au préalable identifiées afin de mieux identifier justement les défis qui vont se présenter face à ces vulnérabilités-là qui sont spécifiques. Donc, une fois qu'on les a bien délimitées, ces vulnérabilités-là, là, on est plus en mesure de mettre en place des mesures d'adaptation puis d'atténuation qui vont être efficaces. Puis donc, dans le cadre, c'est pour ça qu'on a développé, dans le fond, une analyse intégrée régionale de l'impact des changements climatiques sur la forêt. Je dis la forêt boréale de l'Est, mais en fait, c'est sur l'ensemble de la forêt commerciale au Québec. Vous allez voir, là, dans les prochaines semaines, justement, on va vous présenter différents webinaires par rapport à ce qui a été entrepris dans le cadre de ces analyses-là. Donc, il y a 12 sous-projets qui ont été entrepris. Vous avez le range, je vous dirais, spatial de chacun des projets. Puis ça, donc, on l'a mentionné précédemment, c'est des projets qui ont été faits en collaboration avec différentes parties prenantes, que ce soit le ministère, le bureau du forestier en chef, les propriétaires privés, les universités, évidemment. Puis ça, c'est un projet qui s'est tenu entre 2017 et qui se termine en mars 2021, d'où la présentation qu'on fait présentement. Donc, aujourd'hui, évidemment, la présentation porte sur mes propres travaux de recherche et ceux de Resus. Mais dans les prochaines semaines, vous allez avoir des présentations qui vont concerner à la fois les accidents de régénération, l'impact des changements climatiques sur la tordeuse, ce qui se fait aussi au niveau du MFFP en ce qui concerne la construction d'une démarche pour prendre en compte des changements climatiques dans la planification forestière. Le 10 février, il va y avoir une présentation de Annie-Claude Bellil qui va porter sur la modélisation forestière et le savoir autochtone. Le 17 février, une présentation du Bureau du forestier en chef concernant l'intégration des changements climatiques et le développement de la capacité d'adaptation dans la détermination des niveaux de récolte au Québec. Et finalement, on va terminer le 24 février avec une présentation de Évelyne Tifo et Junior Tremblay sur l'intégration des changements climatiques et le développement de la capacité d'adaptation dans la détermination des... Non, c'est pas ça du tout. Je me suis trompé, c'est pas le bon. Ça, c'est le Bureau du forestier en chef. Non, ce que va nous présenter Evelyne et Junior, c'est plutôt des travaux concernant l'impact des changements climatiques sur la biodiversité aviaire et aussi sur les stocks de carbone à l'intérieur de nos forêts et dans les produits forestiers. Donc, j'arrive à la présentation. Yann, je te coupe. On a des petits problèmes d'enjeu de son ou même de vidéo de temps en temps. Je ne sais pas si tu es sur le VPN, mais tu pourrais te débrancher du VPN. Je ne sais pas elle est où le problème, là, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont ce problème-là. Donc, juste pour t'avertir, voilà. OK, super. En fait, non, je suis pas sur le VPN, je suis pas connecté du tout. Ça va être encore la faute de ma blonde qui est en réunion avec moi, là. Bon, ben je vais essayer si jamais ça coupe, dites-le moi encore. Puis de toute façon aussi, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que la présentation va être rendue disponible à la fin sous format PDF. Donc, si vous voulez la reconsulter, vous pourrez. Et si vous voulez me poser des questions directement aussi par courriel, on pourra voir avec Pierre là-dessus.
euh, il y aura pas de problème. Donc, j'en viens aux différents résultats qu'on a obtenus dans le cadre de nos analyses ici. En fait, nous, on s'intéressait principalement dans le cadre de mes travaux plus personnels, je dirais. Quels seront les impacts cumulatifs des des changements climatiques sur la forêt, donc sur les paysages forestiers? Parce que justement, les changements climatiques vont avoir des impacts à différents niveaux. On l'a vu précédemment. Ces impacts-là peuvent être qualifiés à la fois peuvent être qualifiés soit d'impact direct ou d'impact indirect. Quand je parle d'impact direct, c'est tout ce qui concerne l'impact des changements climatiques, par exemple, sur la croissance des arbres, ce qui va par la suite influencer leur compétitivité par rapport interspécifique, dans le fond. Puis il y a aussi ce qui concerne donc les impacts indirects, donc c'est tout ce qui concerne l'impact des changements climatiques, par exemple, sur les perturbations naturelles, comme les feux ou les insectes, qui elles-mêmes, par la suite, vont influencer la composition forestière, la structure d'âge de la forêt. Mais donc, lorsqu'on met tout ça ensemble, il faudrait savoir quel va être l'impact cumulatif et aussi interactif des différents impacts directs et indirects des changements climatiques sur la forêt pour savoir, par exemple, jusqu'à quel point, par exemple, une pessière noire pourrait se transformer en érablière à sucre. Évidemment, c'est un exemple très extrême qui ne se produira probablement pas, mais c'est seulement pour vous donner une idée de ce qui va se passer. Puis aussi considérer d'autres éléments dans l'équation, donc à savoir la capacité de dispersion des espèces, la capacité des espèces à pouvoir se régénérer après des perturbations ou pas, leur croissance, évidemment, leur capacité à pouvoir supporter certaines perturbations, et ainsi de suite. Et dans la balance, oui, c'est quelqu'un qui me parle? Non? Vous peut-être couper votre micro pour ceux qui l'ont pas coupé. Ça a l'air à fonctionner, là? Je n'ai pas de son, là, je sais pas pourquoi. Ah, mais qu'est-ce qu'il est, ça? Désactivé. Je demanderais à Monsieur Roger Robitaille de fermer son micro, s'il vous plaît. Et donc, l'impact des changements climatiques va être aussi important sur... en fait, il va falloir déterminer quel va être l'impact aussi excusez-moi, ça me déconcentre parce que votre micro n'est toujours pas coupé. Tu peux désactiver le son, ouais. Ou Pierre, je ne sais pas si tu peux couper le micro à tout le monde. Oui, c'est ce que j'essaie, mais on dirait que je ne suis pas capable de le couper, Yann. Ah ouais. Donc, ce que je mentionnais, c'est que dans cette situation-là, il faut aussi considérer l'impact des coupes forestières là-dedans. Donc, quelle va être l'interaction de l'impact des coupes forestières avec les changements climatiques? C'est ce qu'on étudie de l'autre côté. Et puis, on utilise un modèle, je vais passer rapidement là-dessus, qui s'appelle DENDIS2, qui nous permet de traiter, dans le fond, de modéliser la forêt, notamment en considérant l'impact des changements climatiques et en considérant ce qui se passe à la fois à l'échelle du peuplement et aussi à l'échelle du paysage. Quand je parle à l'échelle du peuplement, c'est tout ce qui concerne la croissance, la mortalité, et ainsi de suite. La compétition interspécifique, par exemple, si une espèce est capable de se reproduire de façon végétative ou pas, si elle est tolérante à l'ombre, et ainsi de suite. Et aussi à l'échelle du paysage, donc tout ce qui concerne les perturbations naturelles ou encore les coupes. Et on peut inclure l'impact des changements climatiques sur différents paramètres des variables que je viens de vous mentionner, que ce soit au niveau de la croissance des arbres, et aussi qui va influencer leur degré de compétitivité, et aussi sur les perturbations naturelles, par exemple. Dans le cadre de notre étude, on a modélisé tout le Québec. Alors ici, j'ai oublié de le remarquer, mais l'écriture, elle est décalée par rapport à la carte, pardon. Donc, on a étudié l'impact de 3 scénarios climatiques, c'est-à-dire le scénario climatique historique, donc climat historique, RCP 4.5, donc je vous rappelle, c'est un scénario qui est plus middle of the road, je peux vraiment traduire ça en français, dans le milieu du chemin. Et puis le RCP 8.5 qui est beaucoup plus agressif. Alors, on a aussi simulé 2 scénarios de coupe, c'est-à-dire ce qu'on fait actuellement, donc l'aménagement écosystémique, et aussi si on ne faisait pas de coupe, qu'est-ce qui arriverait. Donc évidemment, c'est un scénario qui est totalement hypothétique, mais ça nous permet de voir quelle serait la différence entre les deux scénarios. Puis on résume notre information
à l'échelle des différents biomes forestiers là, au Québec, c'est-à-dire la forêt feuillue, qui correspond en gros aux érablières, aux joncs, la tilleul, la carrier, la forêt mixte, et on a séparé la forêt boréale en deux, à savoir la forêt boréale de l'Est et la forêt boréale de l'Ouest. Déjà, est-ce qu'on peut établir un certain lien avec ce qui va se passer dans le futur et les perturbations naturelles? Donc, on voit ici quel va être l'impact des changements climatiques sur les aires annuelles brûlées, par exemple, dans les différentes régions que je viens de vous mentionner. Ce qu'on prévoit, c'est que dans les forêts feuillues, forêts mixtes, bon, les feux sont pas un élément un élément qui est très important présentement. Ça ne deviendra pas nécessairement dans le futur. C'est surtout dans la forêt boréale de l'Est et de l'Ouest, notamment dans la forêt boréale de l'Ouest, où on devrait s'attendre à ce que les feux augmentent et brûlent environ 2 à 2,5% du territoire à la fin du siècle, selon le RCP 8.5, ce qui n'est pas rien. Donc, comment ça devrait avoir une influence sur le paysage forestier? Ben, ça devrait avoir un impact sur la composition forestière, notamment si on a plus de feux, la structure de la forêt devrait se rajeunir, et on devrait aussi avoir plus d'espèces qui aiment le feu dans une certaine mesure. Donc, par exemple, le peuplier faux-tremble, le bouleau blanc ou encore le pin gris. Une autre chose qui devrait influencer la composition forestière future, ben, c'est tout ce qui concerne le potentiel de croissance des arbres. Donc, plus le climat, évidemment, la croissance est très régulée par le climat, que ce soit au niveau des températures ou des précipitations. Puis, certaines espèces vont voir leur croissance être diminuée ou augmentée selon l'endroit où on se retrouve dans la province, en fonction des changements climatiques. Donc là, ici, vous avez une carte qui vous présente en 2100 quel serait le potentiel de croissance relativement à celui que l'on enregistre présentement en 2000, selon le scénario RCP 4.5. Plus on est dans le rouge, plus la croissance va être réduite par rapport à ce qu'elle est présentement. Et plus on est dans le vert, évidemment, c'est l'inverse. Donc là, il y a différents éléments qui sont importants de mentionner. Donc, tout ce qui est espèces boréales, épinette blanche, épinette noire, sapin baumier, mélèze, pin gris. Donc, toutes ces espèces-là, on voit qu'on est dans le rouge, notamment dans le sud du Québec. Donc, leur potentiel de croissance devrait diminuer. Et donc, leur capacité à pouvoir rester dans le milieu, comparativement à d'autres espèces, va être diminuée. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de d'autres espèces qu'on va qualifier de thermophiles, donc qui aiment les températures élevées, comme par exemple, je vous dirais, le hêtre à grande feuille, l'érable rouge. Donc ça, ce sont des espèces, même la pruche, qui vont avoir leur potentiel de croissance augmenté de façon très importante, notamment même dans le nord de nos régions. Ça, c'est selon RCP 4.5, qui est déjà un scénario middle of the road. Mais si on y va avec un scénario RCP 8.5, donc qui est vraiment très extrême, eh bien là, on se retrouve avec du rouge à plusieurs endroits. Donc, il y a vraiment juste certaines espèces comme l'érable rouge, le hêtre à grande feuille qui ont du vert, dans le fond, dans une certaine portion du nord, dans la forêt boréale et dans une certaine mesure de la forêt mixte. Donc, ça, évidemment, ça devrait avoir un impact sur la compétitivité des espèces, qui fait en sorte, donc, dans le fond, que les espèces boréales, comme je l'ai mentionné, devraient être fortement réduites au sud. Les espèces thermophiles devraient être favorisées, mais surtout quand même en forêt boréale. Puis on voit que l'impact serait beaucoup plus important dans le sous-scénario RCP 8.5. Donc, une fois qu'on met tout ça ensemble, c'est-à-dire, par exemple, l'impact des feux, l'impact des différents changements dans la croissance des arbres, comment ça se traduirait au total dans les paysages forestiers? Donc là, il y a beaucoup de couleurs sur ce graphique-là, mais je vous indique comment ça fonctionne. C'est que chacune des couleurs correspond à une espèce et à la proportion qu'elle occupe dans le paysage selon les différents scénarios climatiques et selon les différentes régions aussi au Québec. Et l'ordre comment je peux dire ça, de la superposition des couleurs est le même que celui à droite là où on présente la légende des espèces. Donc on commence avec le sapin baumier en bas, puis on termine avec la pruche juste en haut. Différentes constatations qu'on peut faire sur ce graphique-là. Premièrement, on s'aperçoit que sous RCP 8.5, donc
dernier en fait, la première rangée à partir du bas, Attendez-moi ben, pour la biomasse diminue fortement un viser peu l'Internet partout, que ce pour soit en l'audio. forêt boréale, en forêt Non, mixte regarde, ou en si tu forêt veux pas de feuillue. son, Excusez-moi, j'ai encore des personnes qui n'ont pas coupé leur micro, s'il vous plaît. Donc, je vous demanderai de couper votre micro. C'est un classique en 2020. Et autre chose aussi qu'on peut s'apercevoir, eh bien, c'est que selon le RCP 8.5, encore une fois, les espèces boréales, donc qui sont par exemple le sapin gommier, les différentes espèces d'épinettes, diminuent de façon très importante. Et cette diminution-là n'est pas nécessairement compensée par une augmentation aussi importante des espèces qu'on pourrait qualifier de plus au sud, qui occupent une niche plus au sud, comme par exemple les érables ou le hêtre, qui vont augmenter, mais jamais autant que les conifères vont diminuer, par exemple. Une chose aussi qu'on peut remarquer, vous avez ici une carte qui représente ce qui va se passer au niveau de deux espèces quand même assez distantes, assez différentes les unes par rapport aux autres. Donc, ce qui est en vert ici, c'est une augmentation de l'espèce par rapport à un climat historique. Et en rouge, c'est une diminution de l'espèce par rapport à un climat historique. Donc, tous les résultats ici concernent des cartes pour 2150 selon le RCP 8.5. Ce qu'on s'aperçoit, là, c'est que, entre autres, l'érable rouge, c'est un grand gagnant pour l'ensemble du Québec, notamment en forêt mixte. Et l'espèce réussit même à coloniser de façon restreinte, mais quand même, des territoires situés un petit peu plus au nord. Donc, la colonisation se représente sous forme de points bleus. Alors que pour l'épinette noire, ben là, c'est véritablement l'inverse. On se retrouve pas mal dans le rouge, sauf à quelques endroits dans le nord-est de la province, où on observe certaines augmentations, mais partout ailleurs, on observe des diminutions très, très importantes, notamment dans le nord-ouest du Québec, où on voit même une extirpation de l'espèce à certains endroits, parce que le risque de feu augmente de façon très, très... En fait, les feux augmentent de façon tellement importante que l'espèce n'a même plus le temps de se reproduire entre deux passages de feu. Ça, évidemment, c'est selon le RCP 8.5 à la fin du siècle. Ici, on peut aussi caractériser les changements dans les écosystèmes forestiers de façon globale, à l'ensemble, donc pour l'ensemble du territoire. Et là, en fait, je vais faire une petite simplification. Si sur les cartes vous êtes dans le rouge, eh bien c'est là où il y aura le plus de changements. C'est là que les changements au niveau du paysage seront les plus importants. Si on est dans le vert, ben les changements sont pas très importants, sont beaucoup moins importants. Si on est dans le blanc, ben c'est des changements qui sont mitoyens. Et là, on s'aperçoit que jusqu'en 2100, que ce soit selon RCP 4.5 et 8.5, si vous êtes en forêt feuillue ou en forêt mixte, il y a des changements, mais pas tant que ça. C'est pas si important que ça. Si on se dirige jusqu'en 2150, si on est toujours selon le RCP 4.5, ben les changements ne sont pas si importants que ça, encore une fois, en forêt feuillue et en forêt mixte, mais ils deviennent quand même de façon un peu plus importante selon le RCP 8.5. Et évidemment, la grande perdante, je dirais, à ce niveau-là, où les forêts sont moins résilientes, je dirais, en considérant toutes les modifications qu'amènent les changements climatiques, bien c'est surtout la forêt boréale, et surtout la forêt boréale de l'Ouest. Maintenant, on pourrait se demander aussi qu'est-ce que les coupes amènent dans cette situation-là. Est-ce que les coupes peuvent favoriser, par exemple, certaines espèces dans un contexte de changement climatique? Eh bien, c'est ce qu'on a voulu voir. Sur ces graphiques-là, en fait, ce que vous avez, c'est la proportion des espèces thermophiles dans le paysage comparativement à ce qu'elles seraient sous un climat historique. Donc, plus ça monte, plus la proportion de ces espèces-là qu'on appelle thermophiles. Quand je dis espèces thermophiles, là, c'est des espèces, donc, comme je l'ai mentionné tantôt, qui sont plus associées au sud. Je mets là-dedans le hêtre à grandes feuilles, les différentes espèces d'érable, la pruche, par exemple. Donc, c'est des espèces qui sont, le chêne rouge, évidemment, qui sont des espèces plus associées au sud. Puis, on voit la différence de proportion de ces espèces-là si on fait de la coupe et si on n'en fait pas. Et là, j'attirais votre attention sur ce qui se passe en forêt mixte. En forêt mixte, on s'aperçoit que si on fait plus de coupe, en fait, si on fait de la coupe plutôt, pas si on en fait plus, mais si on fait de la coupe, donc tel qu'on l'a fait présentement,
donc la ligne pleine, les espèces thermophiles augmentent de façon très importante. Elles augmentent aussi de façon importante si on fait pas de coupe, mais en fait, elles augmentent encore plus si on fait de la coupe. Puis ça, pourquoi? C'est parce que dans cette région-là, j'en ai parlé précédemment, c'est l'érable rouge qui augmente beaucoup. Donc, en faisant de la coupe telle qu'on l'a fait présentement, en fonction des changements climatiques, l'érable rouge est une très grande gagnante, et elle est très grande gagnante, plutôt, j'aurais dit, c'est masculin. Et il est d'autant plus gagnant que si on fait de la coupe. En forêt mixte. Ça, je vais passer rapidement parce que donc là, aussi, on pourrait se demander jusqu'à quel point ces changements-là qu'on observe dans la composition forestière, dans aussi la structure d'âge des différentes forêts qu'on a au Québec, quels impacts ça va avoir sur le volume récolté. Parce qu'on s'est aperçu que, comme je l'ai mentionné précédemment, la biomasse totale de nos forêts va diminuer, que ce soit parce qu'il va y avoir plus de feu ou parce que les espèces boréales diminuent. Donc, nécessairement, ça devrait avoir un impact potentiellement négatif sur les volumes qui vont être récoltés par la suite. Et c'est ce qu'on observe aussi dans nos simulations. Partout, surtout selon, des fois, si on fait des contractions, ça n'a pas trop rapport, on s'attend plutôt à ce que, selon le RCP 8.5, on ait une diminution des volumes récoltés de façon très importante un peu partout. Et cette diminution-là peut atteindre jusqu'à 40%, notamment dans la forêt boréale de l'Ouest, en 2150, ce qui est pas rien. Une chose, par contre, qu'on peut remarquer, c'est que selon le RCP 8.5, donc la couleur rouge. Mais si on est selon un scénario RCP 4.5, la diminution n'est pas si importante que ça. En forêt mixte, il n'y a pas grande différence. Forêt feuillue non plus, peut-être juste 10%, juste entre guillemets. Même que dans la forêt boréale de l'Est, on devrait avoir une augmentation, parce que la croissance des espèces boréales à cet endroit-là, notamment on l'a vu avec l'épinette noire, elle est favorisée dans la forêt boréale de l'Est. Donc tout ça pour dire que ça met en exergue un peu l'importance des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale. Si on se dirige plus vers un RCP 4.5, on devrait quand même pallier un peu, dans une certaine mesure, aux impacts là, sur la forêt. Alors que si on est selon un scénario RCP 8.5, la diminution est très importante et elle est d'autant plus importante. En fait, on se rend compte là, pratiquement après 2100 ou 2080, là, on le voit ici, c'est comme si on passait à un point de non-retour. Donc, il y a vraiment un seuil là, qui est atteint en 2100, qui fait que après cette date-là, il y a vraiment une diminution très importante, comme si on traversait un seuil important. C'est d'ailleurs ce que je mentionne ici là, dans ma dernière diapo, là, avant de passer la parole à Jesus, où dans le fond, on s'aperçoit que, en fait non, c'est pas ma dernière, c'est mon avant-dernière. Il y a un point de bascule sous RCP 8.5 à peu près aux alentours de 2080. On s'est aperçu donc que la forêt boréale semble être moins résiliente que les forêts mixtes et tempérées, probablement parce que les perturbations naturelles, notamment les feux, surviendraient à un taux supérieur à celui qu'on a enregistré, par exemple, dans l'historique, à savoir la variabilité naturelle. Les feux vont amener un changement de composition aussi dans le paysage, qui vont aussi entraîner une baisse très importante de la biomasse, notamment dans le nord-ouest du Québec. Puis en forêt mixte et feuillue, ce qu'on observe, c'est plus un changement de composition, donc des espèces boréales qui diminuent fortement, puis les espèces thermophiles vont augmenter. Donc les espèces thermophiles sont mieux adaptées donc à des situations plus chaudes dans ces régions-là. Autre chose aussi très importante, c'est qu'on se rend compte que la coupe va favoriser les espèces thermophiles, notamment en forêt mixte. Donc ça pourrait aussi dire en même temps que la coupe va favoriser un peu la migration, entre guillemets, de la forêt feuillue vers le nord. Parce qu'il va y avoir plus de feuillus, plus d'espèces thermophiles, donc plus encore là d'érable rouge, comme je le mentionnais. Et donc, ça veut aussi dire que les interventions sylvicoles fréquentes qu'on fait dans la forêt mixte présentement, ça amène, par exemple, les coupes partielles qui sont plus fréquentes. Évidemment, c'est ce qu'on devrait faire parce que l'aménagement écosystémique nous dit que c'est évidemment la chose à faire si on se fie aux perturbations naturelles historiques. Mais en même temps, ce que ça a comme drawback, je dirais, c'est que la proportion d'espèces thermophiles augmente de façon très importante sur le territoire.
Puis encore là, c'est surtout les rablots. Ça devrait aussi entraîner une diminution importante des volumes de coupe, comme j'ai mentionné, donc avec des pertes économiques qui seraient potentiellement importantes. Puis, puisque c'est surtout les espèces conifériennes boréales qui sont impactées, ben, c'est surtout le SEPM, dans le fond, qui devrait diminuer. Ça devrait donc faire en sorte qu'on devrait apporter des adaptations importantes dans le secteur forestier, notamment peut-être, encore là, c'est des suggestions, de réduire les, euh, je sais pas, donc voyons, les approvisionnements, voilà, en bois, pour pallier aux augmentations des feux, ou encore d'avoir des stratégies de transition vers des forêts feuillues, vers des forêts plus feuillues, en forêt mixte, pardon, ou encore que ces adaptations-là devront être probablement spécifiques régionalement, parce qu'on l'a vu, les, euh, les impacts des changements climatiques vont être différents d'une région à l'autre. Donc, après cette diapo-là, je laisserai la parole à Jesus. Et merci beaucoup. Donc, Régis, je t'ai donné le rôle d'animateur, tu as juste à faire un partage d'écran, tu devrais recevoir ça prochainement. J'ai les contrôles. Est-ce que tout le monde m'entend? J'imagine que oui. Tout, Bon, tout est bon. merci merci Pierre. Je voulais dire merci à Dominique Saint-Pierre, à Pierre Godup et à toutes les CFL pour nous donner cette opportunité de présenter notre travail. Merci Jean pour ta belle présentation. Bon. Et je vais vous montrer les résultats de l'analyse multimodèle. Ce travail a été réalisé avec Jean Boulanger et Martin Girardin des Services canadiens des forêts, Catherine Perrier et Mathieu Bouchard du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et avec Loïc d'Orangeville de l'Université de Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Au Québec, il y a plusieurs modèles qui ont été utilisés pour étudier les impacts des changements climatiques sur les forêts. Chaque modèle utilise ses différentes hypothèses, ses prémices, ses fonctions. Il utilise des données d'entrée et produit des variables prédites différentes. Et bon, en fait, la majorité des modèles, ils ont ses forces, ses faiblesses et ses erreurs. Nous, on voulait voir si malgré cette différence des modèles, dans les modèles dans tous les sens, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut trouver des accords entre les prédictions des différents modèles et si on force un peu, on essaye de nourrir tous ces modèles avec les mêmes intrants, est-ce qu'on va être capable de trouver des consensus dans les tendances de ces modèles? C'est ça qu'on essaye avec ce travail. Ici, dans ce tableau, on voit les modèles utilisés avec les conditions de simulation et les variables de sortie qu'on a gardées de chaque modèle, parce que la majorité des modèles, ils fournissent différents outputs. Donc, dans ce tableau, on explique, on display, on montre ce qu'on a gardé. Les modèles sont l'indice 2, PICUS, un modèle d'habitat, simulateur de paysages forestiers, Stanley, le PLM Fire, TreeGAM, et les variables prédites. Pour chacun des modèles, on trouve, il y a deux modèles qui projettent la biomasse aérienne, deux modèles qui projettent la productivité primaire nette. Je vais prendre, excuse-moi, le pointeur laser pour voir ça mieux. Un modèle qui prédit la dominante d'espèces, notre modèle qui produit la croissance en surface terrière et les modèles qui nous donnent la probabilité de présence d'une espèce. Pour nourrir avec les mêmes données, toutes ces on utilisé les modèles pour obtenir les données climatiques, les modèles CANES2, avec les scénarios climatiques, les scénarios d'émissions RCP 4.5 et RCP 8.5, que Jeanne a expliqué très bien, et comme ça, j'ai rien à dire. Et concernant les espèces, on a en prenant les espèces plus abondantes dans le Québec, on a sélectionné ceux qui sont plus représentés ou plus modélisés dans ces modèles et on garde les rats à sucre, bouleau jaune, peuplier fortran, pin gris, sapin baumière et épinette noire.
On a essayé de comparer, de trouver un consensus entre les tendances pour trois périodes, 2011-2040, 2041-2070 et 2071 à 2100, en considérant comme période de référence la période de 1981 à 2010. Concernant j'ai oublié de dire ça, il y a des modèles qui pertenaient des différents types de modèles, des modèles dynamiques et des modèles statiques. Et il y a des modèles qui considèrent des perturbations comme les feux, les épidémies, d'autres qui considèrent seulement les faits, et des modèles qui ne considèrent pas des perturbations. En tout cas, il n'y a aucun modèle qui a considéré les coupes, les perturbations anthropiques, les coupes. Et on voit qu'il y a tous ces modèles, ils prédisent des différentes variables. Comme dans beaucoup de cas, il y a différents ordres de grandeur, donc c'est complexe d'essayer de comparer ces variables, ces projections. Donc, pour essayer de mettre toutes les variables dans la même échelle et que les ranges soient comparables, on fait une prédiction normalisée de toutes les projections avec la moyenne et l'écart type de la période de référence. Une fois qu'on a analysé toutes les variables, on a calculé l'écart entre les projections et la période de référence. Et cet écart, on les a classifiés en fonction si les écarts sont plus petits de moins 0,25, excuse, on considère que c'est une dégradation ou un impact négatif. Si les écarts sont entre moins 0,25 et 0,25, on va considérer que c'est une stagnation, il n'y a pas d'impact ou impact neutre. Et si les écarts sont plus grands de 0,25, on serait dans une amélioration ou dans un impact positif. Donc, cet écart, on était considéré comme une approximation spatialement explicite de la performance future des espèces. Ça, c'est au niveau des modèles. Donc, pour chaque pixel, on a la prédiction des différents modèles de ces cartes. Donc, pour un pixel donné, pour considérer qu'il y a un accord entre modèles, ce pixel doit avoir des projections de plus de 2 modèles et plus de 40% des modèles doivent projeter la même tendance. On a gardé les seuils plus grands que 40, mais on enregistre à différents intervalles pour savoir quand est-ce que l'accord c'est entre 40%, 40 et 60% des modèles, entre 60 et 80% des modèles et plus grand de 80% des modèles. Donc, l'accord multimodèle, c'est le pourcentage de pixels ayant un accord sur la tendance de la performance. Bon, ça c'est un exemple les écarts pour différents modèles. J'imagine que vous n'êtes pas capable de lire les noms des modèles, c'est pas important entre guillemets, c'est pas ça que je voulais montrer, mais c'est pour l'érable à sucre, on voit les modèles d'habitat, RCP45 à gauche, RCP 8.5 à droite. On a les modèles Landis, ancêtre rangé, les modèles Picus et les modèles de landscape, les modèles de simulation des paysages forestiers. Donc, on voit pour les trois périodes qu'est-ce que ça nous a donné comme écart pour chaque modèle dans tous les territoires. Et si on fait les calculs pour obtenir les consensus, quoi que j'ai dit, c'est pour les rats à sud. Donc, ici, on voit de déplacer la feuille de WebEx. Ok, bon. Excusez-moi, je vais la mener de l'autre côté, que ça me dérange moins. Donc, cette figure, on va la regarder plus en avant avec d'autres espèces aussi, mais RCP 4.5, c'est la rangée en haut. Bon, maintenant, c'est le curseur qui fonctionne. RCP 8.5 en bas. Et on a les trois périodes. La première colonne, c'est les périodes 2011-2040. Deuxième colonne, période 2041-2070. Troisième colonne, 2071-2100. Et la quatrième colonne nous indique le nombre de projections qu'il y a pour chaque pixel dans ce modèle. Donc, on voit que presque tous les territoires, on a seulement 4 modèles parce que c'est une espèce pour lesquelles on a moins de modèles. On verra ça plus avant, mais c'est pour expliquer on voit où il y a la couleur gris, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Le reste, quand c'est jaune, comme dans la première période, presque tout c'est jaune.
ça veut dire qu'il y a un accord sur les stagnations. L'espèce ne va pas avoir d'impact négatif, ou selon nos paramètres, selon nos coordonnées, il ne va pas avoir d'impact négatif ou positif. Par contre, quand on voit que c'est vert comme ici, on voit que l'impact c'est sur l'amélioration, et quand c'est rouge, comme en bas dans les RCP 8.5, les troisième période. Excusez-moi, mais j'ai vraiment un délai avec les curseurs, donc je ne sais pas où est-ce que j'ai pointe avec ça. Mais bon, ça, c'est diapositive seulement pour expliquer un peu les couleurs. On voit que rouge, c'était dégradation, amélioration, jaune, stagnation. Et l'intensité de la couleur, ça veut dire le pourcentage des modèles qui ont été d'accord. Les couleurs la plus intense, ça veut dire qu'il y a plus de 80% des modèles, et les plus clairs, comme le rouge ici, ça veut dire qu'il y a entre 40 et 60% des modèles qui sont d'accord dans la tendance. Ici, on va rentrer dans les résultats globaux sur l'accord des modèles. Ce chiffre en bas, 73%, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 27% des pixels pour lesquels il n'y a pas d'accord. Ça, c'est tous les scénarios et toutes les espèces confondues pour tout le monde. Par contre, si on regarde les deux espèces que, en comparaison avec les autres, sont les espèces les plus thermophiles, comme les rabassous et les bouleaux jaunes, et les espèces qui sont une aire de distribution plus limitée dans cette étude, on voit que l'accord, c'est pas très fort, ça reste dans les 50%, et les autres quatre espèces, on obtient un accord beaucoup plus fort, entre 80 et 90%. Si on regarde pour le scénario, les RCP 8.5 obtiennent un accord plus grand que les RCP 4.5, et les périodes avec l'accord le plus grand, c'est la première période. On verra après pourquoi ça arrive ça. Si on essaie de regarder les résultats par type de forêt, j'ai utilisé la même figure que Jeanne, et même j'ai mis à la bonne place les noms de chaque forêt, et je ne l'ai pas averti qu'il avait ça, pas ça bien, mais bon, je m'excuse, Jeanne. Et donc, on voit que si on prend la forêt de feuillus et la forêt mixte, on obtient les accords les plus forts pour ces deux types de forêts. Et on voit surtout qu'entre les espèces, il y a une certaine régularité. Ils sont tous des valeurs très similaires et très hauts d'accord. Si on voit vers la forêt boréale de l'ouest et la forêt boréale de l'est, on obtient des accords moyens plus faibles, mais surtout, on voit que pour deux espèces, érable à sucre et bouleau jaune, on obtient des accords très faibles. Dans le sens que, bon, c'est ces deux espèces qui tirent vers le bas l'accord moyen dans la forêt boréale, dans la forêt boréale qu'on a divisé les territoires. Pour les pinèdes noires, on voit que, par exemple, qu'il y a trois périodes pour lesquelles l'accord c'est plus grand de 99%. Et pour les sapins, on a une période avec ces caractéristiques de plus de 99% de l'accord. Et dans l'autre sens, on voit pour les rabasseurs des périodes pour lesquelles l'accord c'est plus faible de 18% et de 22% pour les bouleaux jaunes. Okay. Bon, ça, c'est concernant les accords, mais c'est le résultat global, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, si ça augmente, ça diminue si la tendance est à l'amélioration ou à la dégradation. Si vous expliquez les blocs à gauche, c'est les RCP 4.5, à droite, on trouve les... Je suis chicaner avec une petite fenêtre qui me dérange un peu, et voir où est-ce que j'ai l'envoi maintenant. Okay. Donc, à gauche, RCP 4.5, à droite, RCP 8.5. On a les trois périodes 2011-40, 2041, 2070, 2071, 2100. Les deux blocs sont la même structure. La première rangée, forêt de feuillus, forêt de mise, troisième, forêt boréale de l'ouest, et quatrième, forêt boréale de l'est. C'est un diagramme de bas empilé dont chaque colonne, c'est une espèce, une essence, érable bouleau jaune, peuplière, pin gris, sapin, épinette noire. Et à l'intérieur de chaque, bon, à l'intérieur, on commence le total. Et si on regarde vers la gauche, on a des petits chiffres. Bon, si on arrive jusqu'à 100%, ça voudrait dire qu'il y a 100% d'accord pour cette période, cet scénario climatique et cette essence. Mais par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez les curseurs, mais on est à presque 95% d'accord pour l'épinette noire. Et on voit comment est-ce que c'est classé l'accord. On voit qu'il y a beaucoup de jaunes, donc c'est beaucoup de stagnation, et il y a une partie de dégradation pour l'épinette noire dans cette condition de la forêt
J'espère que vous êtes capable de suivre la figure et que vous voyez un peu bien les couleurs la couleur chez vous. Mais je vous explique un peu, si on regarde à gauche 2011-2040 pour les RCP 4.5, on va voir qu'il y a beaucoup de jaune, ça veut dire beaucoup de stagnation. Ça, c'est logique parce que dans la première période, et surtout dans cet scénario, il n'y a pas de forte variation climatique et les perturbations en lien avec le climat, ils ne sont pas très différents de la période de référence, donc c'est normal qu'il y ait des stagnations. Par contre, on commence à voir une petite apparition de la dégradation, la forêt feuillée, un peu dans la forêt mixte, et cette tendance à l'apparition de la dégradation, c'est plus fort dans la forêt plus tempérée, comme la forêt feuillue, la forêt mixte. Pour les essences moins tolérantes à la chaleur, comme les pinèdes noires, sapins pommiers, peuplières, et ils sont encore plus graves, ces tendances à l'apparition de la dégradation pour les scénarios climatiques plus extrêmes, comme c'est dans ce cas les RCP 8.5. Si on se déplace un peu vers la droite dans le temps, on y va aux troisième période, 2071-2005, complètement à droite, et on part ici de l'escenario RCP 8.5, on est dans la situation complètement contraire. Il y a beaucoup d'années qui ont passé après la période de référence. On est les scénarios climatiques les plus extrêmes et on voit que la couleur prédominante, c'est le rouge. Et la couleur rouge de la dégradation, on pourrait dire impact négatif, les performances de cette espèce se dégradent. On voit clairement que noir et sapins baumières, ils sont une dégradation presque complète dans tous les territoires avec des accords très forts et surtout les pinèdes noires de couleur rouge très foncée dans le sens qu'il y a dans beaucoup de cas plus de 80 ou au moins plus de 60% des modèles qui sont d'accord dans la dégradation. Si on regarde d'autres espèces comme bouleau jaune, peuplière et pin gris, la dégradation arrive seulement pour les forêts du sud, forêts feuillues et forêts mixtes. Ok, ça c'est fait pour les résultats, mais ça, si on veut voir est-ce que ça arrive, je dois changer le curseur pour être capable d'utiliser ça. Si on voit où est-ce qu'arrivent les impacts, ici on a le même modèle de cartes composées qu'on avait avant pour les pinettes noires. En haut, la première rangée RCP 4.5, en bas RCP 8.5, la colonne à droite complètement, ça veut dire le nombre de modèles qu'il y a pour cette espèce pour chaque pixel. Première période, deuxième période, troisième période. Donc, si on est dans la troisième période RCP 8.5, on a une dégradation complète partout dans toutes les forêts. C'est ça qui nous indique, si on y va vers le droit, cette colonne d'ici, que toute dégradation accord presque complet, dans quelques cas de 99%. Donc, si on va à l'escenario RCP 4.5 en haut, le futur, l'avenir, c'est un peu moins noir. Il y a moins de dégradation dans cette période, surtout pour la forêt boréale de l'Est. Si on voit ça, ça correspondrait à cette partie d'ici où on voit un peu d'amélioration et de stagnation. C'est de voir ça. Ça serait cette colonne d'ici de l'épinette noire. Je vais mettre pointeur. Pas les visages en tant que personne, donc je ne sais pas si vous suivez quelque chose ou pas, mais bon, je vais croire que oui. On voit qu'il y a encore qu'il y a un peu d'amélioration et de stagnation dans la forêt boréale de l'Est pour l'épinette noire. Dans l'Ouest, c'est prédominant la dégradation, même dans l'RCP 4.5. Si on va avec les sapins baumiers pour la RCP 4.5, on est un peu dans la même situation que l'épinette noire. Pas mal de dégradation partout. Les accords, il y a un peu moins de modèles qui sont d'accord, mais c'est toujours plus grand que 40%. Et on voit un peu d'amélioration forêt boréale de l'Est, la partie plus au nord. Par contre, ici, avec cette espèce, on voit que le scénario RCP 4.5, c'est plus tolérable. Il y a les performances des sapins dans les forêts boréales, ça va être beaucoup, ça va être moins, excusez-moi, la forêt boréale, la performance des sapins baumiers, ça va être moins affecté avec un impact moins négatif que dans les scénarios SCP 4.5. Et on sort des sapins, on peut ça parce que c'est l'heure. Si on veut
dans l'érable azur, que comme je crois que j'ai dit avant, c'est l'espèce qui a obtenu l'accord le plus faible. On voit 4 espèces, on voit que la couleur prédominante c'est les grises, des sans accords, mais il y a une explication logique en fonction de la logique des modèles. On est seulement 4 modèles et pour l'érable azur, il y en a 2 modèles qui peuvent prédire, qui peuvent projeter seulement de l'amélioration ou de la stagnation dans les endroits où l'espèce est présente. Donc, en dehors de son aire de distribution augmentée avec la migration annuelle, ces 2 modèles projetaient seulement de la stagnation. Donc, il y a 4 modèles et ces 2 modèles ils vont projeter presque toujours la stagnation, même si on s'améliore selon les autres 2 modèles, on se trouve qu'il n'y a pas d'accord dans beaucoup d'endroits, beaucoup de territoires, il n'y a pas d'accord pour ces raisons d'égalité entre 4 modèles. Mais si on regarde un peu pour les érabes azur, on voit que c'est une espèce que dans les forêts du sud, forêts mixtes et forêts feuillues, il y a beaucoup d'améliorations et il apparaît seulement un peu de... Si on regarde bien, il y a des pixels de dégradation dans la première période, mais on voit ça clairement qui commence à apparaître dans la troisième période, à la fin du siècle, pour les scénarios RCP 8.5. On passe à voir les bouleaux jaunes. Et les bouleaux jaunes, ils souffrent le même problème des 4 modèles et beaucoup de zones sans accord, les zones gris. Mais par contre, ce qu'il arrive dans la forêt feuillue et la forêt mixte, c'est complètement différent. Dans la première période, avec RCP 8.5, on voit déjà de la dégradation dans la forêt feuillue. Et cette dégradation s'intensifie surtout s'intensifie de façon presque constante, mais quand on arrive à la troisième période avec RCP 8.5, c'est un impact négatif dans presque toute la forêt mixte et feuillue. Et il y a un peu tout mêlé ici, j'essaie de vous mêler à tous, mais on voit que dans les RCP 4.5, la zone verte et les bouleaux jaunes continuent, la condition de performance s'améliore un peu dans cette zone de la forêt boréale de l'ouest et de l'est, mais dans la RCP 8.5, ça arrête l'amélioration et par contre, la dégradation, ça commence à rentrer dans la forêt boréale. Donc, probablement, cette espèce, bon, si on aurait fait la simulation pour 50 ans de plus, probablement ça deviendra tout rouge et il n'y aurait pas de zone d'amélioration pour les bouleaux jaunes. J'ai presque fini, surtout les enfants arrivent et ça va être un peu catastrophe ici. Mais dans ces diapositives, on voit seulement les 2 dernières périodes, 2041-2070, 2071-2100 pour les RCP 4.5 et à droite pour les RCP 8.5. Et on a fait une espèce de bilan. J'ai pris les points pour lesquels il y a un accord sur l'amélioration et j'ai enlevé les points pour lesquels, les pourcentages, excusez, c'est un pourcentage, le bilan, accord d'amélioration, moins dégradation. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la seule espèce dans laquelle, pour toutes les forêts, l'amélioration, c'est plus grand que la dégradation, c'est pour l'érable. Et on les voit ici, dans cette colonne, l'érable azur, c'est toujours la première colonne, on voit que même dans la boréale, c'est minimum, mais ça reste un bilan positif dans ce sens. Et avec la particularité de que dans tous les cas, le RCP 8.5 fait augmenter ce bilan, sauf pour la forêt feuillue, que ça diminue légèrement. Si on regarde les bouleaux jaunes, deuxième colonne, dans toutes les figures, il présente aussi un bilan positif avec RCP 4.5, sauf pour la forêt feuillue. Et dans la forêt bilan, pour cette première période, les bilans est très similaire à RCP 4.5 et RCP 8.5. Okay? Par contre, pour la troisième période, on trouve qu'il y a une tendance entre la deuxième période et la troisième période dans la forêt boréale pour les bouleaux jaunes. Mais avec le scénario RCP 4.5, on a une tendance à l'amélioration, mais cette tendance devient à la dégradation quand on est dans RCP 8.5. Il y a un point qui fait la différence entre les deux scénarios très clairement à partir de deuxième et troisième période.
Et si on va au peuplier Fortran, et il y a un important bilan positif dans la forêt boréale avec RCP 4.5. On parle du troisième période. Et si on regarde un peu cette troisième période pour les peupliers Fortran en RCP 8.5, on voit que le bilan a disparu dans le sens que ce n'est pas un bilan positif, mais c'est déjà un bilan négatif. Mais, essayer de montrer ça, on parlait qu'il y avait un bilan positif pour RCP 4.5, on parle des troisième périodes dans la forêt boréale. Il y a beaucoup de pixels où l'accord c'est sur l'amélioration et il n'y a pas de dégradation. Mais si on regarde dans les RCP 8.5, on a presque les mêmes pixels avec de l'amélioration, mais par contre, c'est la dégradation qui commence à rentrer les sud sud-est, mais on a encore beaucoup de pourcentage d'amélioration, mais c'est la dégradation qui a augmenté. Bon, comme ça, je vais finir en conclusion que malgré la diversité des modèles et des variables prédites, le consensus entre les modèles est acceptable. Ce consensus devrait générer une plus grande prise de conscience quant à l'avenir de certaines espèces et aux services qu'elles fournissent. Selon le scénario RCP 4.5, l'avenir est compliqué pour l'épinette noire et sapin baumé, surtout pour l'épinette noire. Avec RCP 8.5, la performance sera compromise à long terme dans toutes les aires de répartition pour l'épinette et les sapins, et dans une grande partie pour les bouleaux, peuplières et pin gris. Bilan légèrement positif pour les essences feuillues avec RCP 4.5, mais avec les scénarios plus extrêmes, les scénarios des émissions plus sévères, c'est seulement légèrement positif pour les arbres à soupe. Bon, merci pour votre attention. J'ai mis les courriels des gens et mon courriel pour si quelqu'un est intéressé à la PowerPoint. Bon, c'est tout. Merci. Que Pierre prend les contrôles ou c'est moi qui dois faire quelque chose? Non. C'est bon. Je prends le contrôle. Bon, merci. Alors, merci Yann et Juste. Bonjour à tous. Mon nom est Pierre Godbout. J'animerai la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Alors, comment on va procéder pour poser une question? Vous pouvez la poser à l'aide de l'ordinateur, avec le micro de l'ordinateur, en déplaçant votre souris à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever le mode sourdine muet en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, on vous demande de vous remettre en sourdine. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat si vous préférez poser votre question par écrit. Sélectionnez l'icône en forme de bulle à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. On vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et le nom de l'organisation que vous représentez ou pour qui vous travaillez. Alors, la période de questions est maintenant commencée. Il y a déjà des questions sur le chat, donc je vais commencer à les lire. Alors, pour les PDF, il va falloir contacter directement les chercheurs pour obtenir la présentation. C'est la première question, c'est qu'est-ce que Jésus vient de mentionner. Est-ce qu'on a mis, Pierre, est-ce qu'on a mis à quelque part nos adresses courriels? Je sais que c'était à la fin de la présentation de Résus, mais on pourrait les redonner dans le chat. En fait, je pourrais les mettre aussi. Ouais. En passant, les conférences sont enregistrées. Lorsqu'elles seront disponibles, on va vous donner les informations là, pour pouvoir les obtenir, mais entre-temps, dans les résumés, l'adresse courriel pour obtenir ces liens-là est indiquée dans le résumé en bas. Il faut contacter la division planification opération et de préciser votre demande. Donc, je ne vois pas de questions de main levée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat?
Il y en avait une à 11 heures qui a été posée, Yann, pendant ta présentation. J'ai pas noté sur quel diapo c'était inscrit. C'était de Madame Catherine Thibault. Puis c'était dans des scénarios, là, c'était en excluant les interventions silicoles exactes. C'était quasiment aux 2 tiers ou aux 3 quarts de ta présentation. Et boy, je sais pas si... Madame Thibault Ouais, pourra c'est reprendre c'est la le même. parole ou préciser sa question. En attendant, on va retourner avec Marianne. Donc, Marianne Cusson, tu peux désactiver ton micro. Activer ton micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, ma question, c'est à savoir, dans les deux cas, on parlait de scénarios d'amélioration de la situation de diverses essences. Je me demandais c'était sur quelles données ces projections étaient basées. Parce que, en fait, quand on essaie de voir si la situation va s'améliorer pour une essence, des fois, on obtient des informations contradictoires d'un chercheur à l'autre. Donc, des fois, c'est difficile de dire, bon, est-ce que c'est parce qu'ils sont basés sur les recherches de Catherine Ferrier ou d'Isabelle Aubin. Donc, je voulais savoir si c'était basé sur quoi, sur quel principe, est-ce que c'était sur la localisation, le climat de la localisation actuelle des essences ou historique ou sur autre chose. Mais c'est un peu, dans le fond, le but ou l'objectif de faire je vais peut-être laisser d'ailleurs Réseau se répondre à ça. Là. C'est un peu le but de... Excusez-moi, mon enfant est bruit. Le but de faire une analyse de faire une méta-analyse, dans le fond, pour essayer de voir si tous les modèles, pas tout, mais une bonne proportion des modèles convergent vers une réponse qui est similaire ou pas, en utilisant justement des principes et des données de base qui peuvent être relativement différentes. Je sais pas si Réseau, si tu veux compléter Oui. justement là-dessus. Ben, c'est un peu ça le but d'utiliser différents modèles, parce que bon, tous les modèles sont bons, mais tous les modèles ont des incertitudes, des problèmes, des erreurs. Donc, on voulait voir la tendance et j'ai mis un tableau dans lequel on voit les modèles qu'on a utilisés, comme tu dis, le modèle de Catherine Perrier, il y avait un modèle David, il y avait des modèles dynamiques comme Landis, il y avait des modèles Picus, il y avait 7 modèles différents, donc on a essayé de faire ça complet, que touche tous les types de modèles. Donc, est-ce que c'est vrai que ça va arriver à ce que les 7 modèles disent ensemble? Je ne sais pas, mais c'est plus facile de faire confiance quand il y a les résultats qui sont soutenus pour 6, 5 ou même les 7 modèles. C'est sûr que pour l'épinette noire, les résultats sont très, très clairs. Donc, les conditions de performance pour cette espèce vont se dégrader. Est-ce que l'espèce va disparaître? Ça va dépendre où, ça va dépendre de la perturbation qui va y arriver, si on parle de 150 ans au lieu de 100 ans. Mais la tendance pour quelques espèces dans quelques endroits. Puis ces modèles-là, en fait, ces projections-là, puis ces modèles-là, j'ai vu qu'il y avait la liste au début de la conférence là, sur les différents modèles qui étaient vérifiés et étudiés. Mais est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on a accès aux résultats de chacun, puis, à la base, en fait, aux principes de base qui motivent, sur lesquels ça base pour chacun les des modèles-là? Pour les résultats, on peut t'envoyer, dans les cas qu'ils sont publiés, les articles dans lesquels ils sont publiés les recherches partielles de chaque modèle. Et c'est ça, on pourrait te mettre en contact avec les chercheurs qui ont géré les simulations de chaque modèle pour voir quelles données ils peuvent te transférer. On va parler pour eux dans ce sens. Dans le tableau, on a les modèles et par courriel, on pourrait te mettre en contact avec les chercheurs qui ont fourni les données de chaque modèle ou la publication dans laquelle tu peux voir les résultats en détail de chacun des modèles. Ça, c'est pas nécessairement disponible sur Internet. C'est de faire une cartographie de ce qu'on veut pour chacun de ces modèles-là. Non, mais c'est intéressant dans le fond ce que tu mentionnes parce que c'est le genre d'outil qui pourrait être intéressant justement à monter
et de rendre disponible à une grande partie du public, donc à savoir là, quels sont les résultats des différents modèles pour une région en particulier, puis qu'est-ce que ces modèles-là sous-tendent comme hypothèse, par exemple reliée à l'impact des changements climatiques sur l'espèce en question. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de données qui sont présentées pour un territoire très grand. Moi, j'ai oublié de me présenter, là, je travaille à l'Agence forestière de la Montérégie. Donc, on s'intéresse vraiment au territoire régional de la Montérégie, qui n'est pas la région la plus forestière. Donc, ça ressort souvent assez peu sur une carte à l'échelle du Canada ou même du Québec. Donc, des fois, on aimerait voir là, comment ça se comporte en Montérégie. On le voit à peine quand c'est présenté des cartes comme ça. Donc, des fois, on aimerait retourner à la base qui n'est pas toujours disponible. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Ben, merci beaucoup aussi pour la question parce que c'est un besoin ça, qui revient assez fréquemment. Là. Donc, ouais, c'est intéressant. On va passer à une question dans le chat destinée à Yann. À la diapositive 26, il a été mentionné la présence de certaines espèces, exemple épinette noire, ce que sera diminué, mais pas nécessairement remplacé, dû au feu de façon récurrente, entre parenthèses. À quoi ressemblera le paysage à ces endroits? Ouais, super bonne question. En fait, ces paysages-là, justement, on voyait du rose, là, où l'épinette noire serait extirpée, entre guillemets, de ces régions-là. Ben, c'est des régions, donc, qui sont soumises, comme tu le mentionnes, à des feux qui seraient très fréquents, où on pourrait éventuellement avoir des accidents de régénération. Donc, ça pourrait éventuellement ressembler à des territoires où on serait pas nécessairement sans végétation, mais des territoires où on a des individus de façon très, très éparse là, d'épinette noire ou, ou même de pain gris dans une certaine mesure. Le pain gris est moins susceptible à ça parce qu'il se reproduit de façon plus rapide que l'épinette noire, donc il est moins susceptible aux accidents de régénération. Mais donc, ça pourrait être ce à quoi pourraient ressembler les paysages. S'il y avait déjà sur le territoire du peuplier faux-tremble, on pourrait se retrouver avec des peupleraies quand même de façon beaucoup plus importante. Il faudra aller voir là, sur les cartes qu'est-ce qu'il y a donne. D'ailleurs, si vous voulez aussi, on a des cartes là, disponibles pour chacune des espèces là, pour savoir qu'est-ce qui va arriver pour chacune des espèces sur le territoire de façon dynamique. Là. Donc ça aussi, on pourra les fournir. Mais donc, c'est ça. Donc, une diminution de toute façon très importante de la biomasse. Il y a des territoires qui vont ressembler probablement soit à de la taïga ou encore à des peuplements jeunes de peupliers faux-trembles, par exemple, ou de bouleaux blancs. OK. Donc, la question, elle était posée par Louis-Vincent Gagné, employé du MFFP à la Direction de la protection des forêts. J'ai une autre question de Alain Royer de l'Université de Sherbrooke. Avec quel modèle atmosphérique vous avez forcé les modèles de forêt à haute résolution spatiale, au niveau du peuplement, par exemple? Ouais, ben ici, nous autres, ça dépend des modèles qui ont été employés. Si je parle pour ce qui est de l'Endis 2, on a employé le modèle CanESM2 pour nos prédictions, pour nos projections, pardon. Donc, c'est le modèle canadien. On aurait pu utiliser aussi d'autres modèles là, qui sont disponibles, le Hadley ou les modèles européens ou même japonais. On s'est concentré présentement sur le modèle canadien qui semble quand même assez, en tout cas dans ces dernières versions, qui est un peu plus agressif par rapport à d'autres modèles au niveau du réchauffement. Mais pour faire en sorte que les comparaisons, dans le cas de la méta-analyse, ben, Régis pour en parler, là. Pour la méta-analyse, on voulait aussi garder, même si d'autres modèles avaient fait des projections, par exemple les modèles de Catherine Perrier ou d'autres, fait des projections en utilisant plusieurs modèles globaux, dans le fond, là, ou régionaux. On a utilisé le modèle canadien là, seulement là, pour des projections de la méta-analyse. Puis pour ce qui est à l'échelle du peuplement, évidemment, les conditions climatiques sont pas résumées à l'échelle du peuplement, mais nous, dans le cadre de l'Endis, on downscale, je sais jamais c'est quoi le bon terme en français, là, les conditions générées par CanESM2 avec les analyses de Dan McKinney qui sont faites par Anuspline, donc qui permettent d'avoir des projections à 10 km. Dans le fond. Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses par rapport à ça.
Non, je crois que dans tout modèle, on avait mis comme condition d'utiliser Canet. Donc, c'est le modèle qu'on utilisait, le modèle global climatique qu'on utilisait dans tous les modèles qui sont utilisés. On va passer à une question de Catherine Perrier. Si tu veux, oui, merci. Bonjour, donc Catherine Perrier, je travaille à la direction de la recherche forestière du ministère Forêt, Faune et Parc. Donc c'est juste pour la question de rendre les cartes publiques, c'est quelque chose qui nous est régulièrement demandé effectivement. Puis je pense qu'il faudrait qu'on se donne une façon de faire pour que les gens s'y retrouvent, parce que comme le disait un des participants, il y a beaucoup d'informations, puis c'est des fois difficile de s'y retrouver. Puis par exemple, c'est toujours dire c'est quoi la période de projection, la période de référence, quels sont les scénarios climatiques utilisés. Aussi, ce qui va être beaucoup influencé le paysage, c'est les perturbations, puis quel scénario de perturbation on met en arrière. Les régimes de feu, tous les combien, les fréquences de feu, les fréquences d'insectes, parce que c'est vraiment ça qui va ouvrir le paysage pour éventuellement favoriser la colonisation. Donc, si on se donnait tous, les gens qui travaillent là-dedans, une espèce de modus operandi pour savoir comment on diffuse ces données-là, pour que les gens puissent s'y retrouver, ça aiderait. Puis je pense que le projet de réseau, c'est vraiment dans ce sens-là. Parce que effectivement, tous ces modèles-là ont des prémices différents. Aucun n'est meilleur qu'un autre. Puis il faut juste bien comprendre la mécanique en arrière. Puis justement, une analyse comme ça qui malgré tout montre que en prenant plein d'options différentes, on arrive quand même avec des consensus. Ça donne beaucoup de force, je pense, sur les prédictions. Puis donc, ben, c'est un peu ça. J'aimerais ça que tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, on se donne comme une façon de procéder pour diffuser les résultats, pour que les utilisateurs en bout de ligne, qui connaissent pas ça nécessairement, puissent au moins avoir un regard un peu critique sur ce qu'on leur fournit comme données. Oui, bien d'accord. On va passer à une question dans le chat de Marine Dupera, étudiante au doctorat en sciences forestières à l'Université Laval. Je ne suis pas familière avec ces modèles de prédiction et j'aurais besoin d'une précision. Est-ce que vous prenez en considération le type de station, sol, humidité, etc., lorsque vous déterminez la migration des essences dans de nouveaux secteurs et les contraintes de migration vent, lac, montagne qui pourraient potentiellement nuire à la dispersion des semences? Oui, c'est une très bonne question. En fait, ça va dépendre beaucoup des modèles. Si je parle, entre autres, pour le modèle de l'NDIS2, c'est effectivement quelque chose qui va être pris en considération. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que quand moi je faisais ça parce que la question c'était au niveau de sol humidité, ouais, c'est ça. Donc, dans nos simulations, on considère à savoir si le sol, par exemple, est favorable ou non à l'espèce, que ce soit au niveau de sa concentration en azote ou de son acidité, du pH et donc de sa capacité à retenir l'humidité ou pas, par exemple. Puis certaines espèces sont plus ou moins sensibles à ces différents paramètres-là, donc ce sont des choses qu'on essaie du mieux qu'on peut là, de tenir en compte. Pour ce qui est des vents, lacs, montagnes, je dirais c'est le cas pour ce qui est des lacs, certainement. Puis encore là, ça dépend des modèles. Il y a des modèles qu'on dit qui sont spatialement explicites, donc qui permettent justement de considérer de façon spatialement explicite la position des différents barrières ou pas barrières géophysiques, je dirais, là, sur le territoire. C'est entre autres le cas du modèle qu'on utilise, donc de l'Indice 2, ou s'il y a bien des lacs, par exemple, l'espèce pourra pas avoir de la difficulté à migrer ou à se disperser, puisque la graine risque d'atterrir dans un milieu qui n'est pas forestier, donc qui ne permettra pas de croître. Mais évidemment, ça c'est intéressant parce que justement, les assumptions, non, c'est pas en français ça, les prémices, donc associées à chacun des modèles à ce niveau-là sont différentes. Merci. Maintenant, de Marie-André Vaillancourt du ministère Forêt, Faune et Parc, de la Direction de l'aménagement et de l'environnement forestier. Il ne semble pas avoir vu de résultats pour l'épinette blanche dans l'analyse multimodèle. Pourquoi? Oui. Salut, Marianne.
En fait, il n'y a pas de résultat pour les, pour l'épinette blanche. On a réduit, en fait, on avait une quantité de travail à faire limitée, donc on a fait la sélection d'espèces, même si je crois que dans le cas de l'épinette blanche, on avait 4 ou 5 modèles qui fournissaient des données. Donc, c'était parce on a dû choisir lesquels, entre les plus importants, il y avait plus de modèles. Et bon, on a considéré aussi que les rapaces, ça apportait quelque chose dans les sud d'avoir cette espèce. Mais oui, ça pourrait être intéressant de faire ça. Ça pourrait être une continuation. Mais c'est sûr que si on met toutes les espèces à la fin, c'est trop compliqué d'expliquer tout ça. Et les, on pourrait les faire, mais non. Il n'y a pas de résultat pour l'épinette blanche. Martin Landry de la Direction de la recherche forestière. Est-ce que les modèles utilisés performent aussi au nord de la limite des forêts commerciales? Est-ce que cette limite bouge vers le nord? Pour l'instant, nous autres, on n'a pas simulé au nord de la limite nordique. Pardon. Il manque un peu de données là, pour qu'on puisse être capable de simuler ça de façon adéquate là, pour la. En tout cas, si je parle pour mon modèle, mais je pense que c'est le cas aussi pour quelques autres des modèles qui sont employés dans la méta-analyse. N'est-ce pas, Résus? C'est sur mute, Résus. Okay, oui, parce que surtout, j'imagine que ça serait la disponibilité des données de peuplement, ça commencerait pour être un des problèmes. Il y a des modèles qui ont travaillé au nord de la limite de la forêt. Il y a plusieurs modèles qui nécessitent des données quand même assez précises. Des fois, c'est sur les sols, sur des trucs comme ça. Donc, ces données-là sont pas disponibles à large échelle, je dirais, là, au nord de la limite nordique. Fait que ça pose certaines contraintes là, à ce niveau-là. On a une autre question par le chat. Donc, André Gravel de Domtar, j'imagine. Merci pour la présentation. Est-ce que vos hypothèses et conclusions convergent avec l'initiative similaire du USFS dans le Nord-Est menée par Joe Waniak? Aussi, dans le contexte des changements climatiques, les Américains délaissent de plus en plus l'aménagement écosystémique pour viser un aménagement écologique améliorant la résilience. Qu'en pensez-vous? Ouais, ben ça, ce sont des éléments justement là qu'on aimerait explorer là, dans les prochaines années. Donc, à savoir de tester, de simuler différentes stratégies d'adaptation en lien avec les changements climatiques. Là-dessus, moi, entre autres, je vous dirigerai vers la présentation qui va être donnée par Marie-André Vaillancourt. Je me souviens plus c'est quelle date, c'est le 3 février. En tout cas, ouais, je pense que c'est ça, hein, Pierre. 3 février, Marie-André. Ah, non? On va voir, là. Mais en tout cas, Marie-André, qui travaille au NFFP dans l'équipe de stratégie d'adaptation au changement climatique, pourrait répondre là, en bonne partie à cette question-là, ou du moins ce qui va être proposé pour les différentes régions. Je ne veux pas parler pour elle, là. Mais nous, ce qu'on remarque dans nos simulations, c'est que, ben, entre autres, on a fait des analyses qui permettaient de voir là, pour le sud du Québec, je dirais, là, quel serait l'impact de l'aménagement écosystémique comparativement à d'autres stratégies beaucoup plus théoriques, je vous dirais, là, où si on faisait juste de la CPRS mur à mur, ou donc des trucs comme ça. Et pour l'instant, il semble que l'aménagement écosystémique soit la stratégie qui permet de faire en sorte que les écosystèmes soient le moins affectés par les changements climatiques. Ceci dit, il y a quand même des stratégies qui peuvent être employées pour pallier à l'impact des changements climatiques. Puis ces stratégies-là concernent à la fois, je sais pas si c'est à ça auquel vous faites référence, mais toutes les stratégies de résistance au changement climatique, de résilience, mais aussi de transition. Donc, selon la région, selon les changements ou les vulnérabilités qui sont identifiées dans les régions, on pourra justement avoir un panier
stratégies d'adaptation qui se retrouvent dans ces 3 catégories-là. Puis, entre autres, là, une des catégories qui est intéressante, c'est tout ce qui concerne la migration assistée aussi, dans certaines régions, afin de faciliter justement la transition des écosystèmes vers ce qui est le plus... Comment je peux dire ça? Vers ce qui, selon le climat... Mon Dieu, la misère. Ce qui serait prédit par le climat, dans le fond. Comme par exemple, juste un exemple rapide, là, dans la forêt feuillue, par exemple, ou dans la forêt mixte, on s'aperçoit que il y a quand même une baisse importante de la biomasse totale des forêts qui est due à une diminution très importante des conifères, donc sapins baumiers, épinette noire. Puis cette diminution-là est pas nécessairement compensée à vitesse égale par une augmentation des espèces déjà présentes plus tolérantes à la chaleur, comme l'érable, les érables à sucre. L'érable rouge prend de la place, mais pas autant. Fait qu'on se retrouve overall avec une diminution de la biomasse. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, de manière à avoir une biomasse qui est plus constante dans les forêts, à avoir des stratégies qui facilitent, par exemple, encore plus certains feuillus, par exemple, ou même avoir la migration assistée d'espèces plus... donc, par contre, forcer l'écosystème à migrer vers des conditions plus favorables. Encore là, ça, il y a plusieurs enjeux qui sont reliés à ces questions-là, qui sont pas nécessairement juste reliés à la biomasse forestière, mais qui peuvent être reliés aussi à la biodiversité, au carbone, aux usages de la forêt dans le milieu. Donc, tout ça, ça nécessite une bonne réflexion. Puis c'est le genre d'affaires qu'on voudrait faire là, dans les prochaines années. Une réponse pas mal longue à une question pas mal plus courte, mais... Alors, oui, le temps file. André mentionne que je pense que le débat sur l'écosystémique devra avoir lieu. La forêt change rapidement. Je rappelle aux gens que Yann et Résus ont mis leur adresse courriel si jamais vous voulez avoir le PDF. Pour ce qui est de l'enregistrement, j'ai également mis l'adresse de courriel des colloques là, en précisant votre demande, vous pourrez recevoir, lorsqu'ils seront disponibles, les liens de ces enregistrements-là. Va falloir nous laisser un peu de temps. Et finalement, je crois que ça se termine là. Je ne vois plus de main levée. Il est 12h03. Donc, merci Yann et Résus pour vos présentations. En terminant, je vous invite au prochain webinaire de cette série Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation, qui aura lieu mercredi le 27 janvier. 2 conférences seront présentées. La première s'intitule Accidents de régénération, importance pour le maintien de la productivité des forêts et stratégies pour pallier leurs impacts. La conférencière sera Sylvie Gauthier, chercheur scientifique au Service canadien des forêts, du Centre de foresterie des Laurentides. La deuxième conférence s'intitule Changement climatique, tordeuse des bourgeons de l'épinette et impact potentiel sur la composition de la forêt boréale du Québec. Le conférencier sera Louis de Grandpré, chercheur scientifique au CFL également. Alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci beaucoup.